Chaque année, les coqs causent des centaines de blessures graves et, dans certains cas, même la mort. Mais ce qu'il y a de plus effrayant chez cet oiseau, ce n'est pas son attaque, c'est ce qui se passe dans les secondes qui précèdent. Salut, ici Thomas Renard, et voici les secrets de la faune. Aujourd'hui, on va parler d'un animal que vous croisez dans chaque basse-cour. Un animal que la plupart d'entre nous considèrent comme quelque chose entre un réveil matin et un ingrédient de pot-au-feu. Sauf que cet oiseau est bien plus dangereux, bien plus intelligent et bien plus fascinant que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, je vais vous donner 100 faits sur le coq. Restez jusqu'à la fin, parce qu'au milieu de la vidéo, vous allez découvrir une capacité du cerveau du coq qui empêche encore les scientifiques de dormir. C'est parti. Fait numéro 1. Le coq n'est ni une espèce ni une race à part entière. C'est le mâle de la poule domestique. Son nom scientifique est Gallus gallus domesticus. Le mot gallus en latin signifie coq, donc son nom scientifique signifie littéralement coq-coq domestique. Un triple nom qui sonne comme une formule magique. Mais son ancêtre n'est pas moins impressionnant. Le coq banquiva sauvage, un oiseau rouge originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. C'est de cet oiseau que descendent absolument toutes les poules de la planète. Fait numéro 2. La domestication de la poule a eu lieu il y a environ 3500 ans. Une étude publiée en 2022 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a montré que tout a commencé dans les rizières. Les agriculteurs d'Asie du Sud-Est se sont mis à cultiver le riz. Les rizières ont attiré les coqs sauvages venus de la forêt qui se sont progressivement habitués à la présence humaine. Ce n'est donc pas l'homme qui a domestiqué la poule, c'est le riz qui a domestiqué la poule. Et cela s'est produit en parallèle dans plusieurs régions d'Asie du Sud-Est en même temps. Le riz attirait les oiseaux sauvages avec son grain. Les oiseaux s'habituaient aux hommes, les hommes s'habituaient aux oiseaux. Ainsi, sans aucun plan, sans sélection, sans intention, a commencé l'un des partenariats les plus massifs de l'histoire du vivant. Et vous savez ce qu'il y a de plus intéressant ? Au départ, les poules n'étaient absolument pas élevées pour la viande ou les œufs. Les premiers coqs domestiqués servaient pour des rituels et des combats de coqs. La poule n'a acquis sa réputation de source de protéines que bien plus tard, en Méditerranée, il y a environ 2800 ans. Fait numéro 3. Selon les études moléculaires, la divergence génétique entre la poule domestique et le coq banquiva sauvage remonte à environ 58 000 ans. C'est bien avant toute agriculture. Nos lignées évolutives se sont séparées à une époque où personne ne rêvait encore de ferme, mais des dizaines de milliers d'années se sont écoulées avant que l'homme et l'oiseau ne se rencontrent réellement dans une même rizière. Fait numéro 4. La poule a été le premier animal d'élevage dont le génome a été entièrement décrypté. C'est arrivé en 2004. Une équipe dirigée par Richard Wilson, de l'Université de Washington à St. Louis, a séquencé le génome du coq banquiva sauvage, soit environ 1 milliard de paires de bases d'ADN. C'était le tout premier génome d'oiseau jamais décrypté, le premier génome d'un descendant de dinosaures. Fait numéro 5. La poule possède 39 paires de chromosomes, l'être humain 23. Certains de ces chromosomes sont si petits qu'on les appelle microchromosomes. Ils sont incroyablement chargés de gènes, comme une valise dans laquelle on aurait réussi à faire entrer toute une garde-robe. Entre le génome de la poule et celui de l'homme, il y a environ 300 millions d'années de divergence évolutive, mais malgré cela, environ 60% des gènes de la poule ont un équivalent dans le génome humain. Cela signifie que nous et le coq sommes des parents très très éloignés, mais des parents tout de même. Et quand les scientifiques veulent comprendre le fonctionnement d'un gène chez l'homme, ils commencent souvent justement par la poule. Fait numéro 6. Les coqs existent dans des tailles très diverses. La plus grande race est le Jersey Giant. Un coq de cette race pèse entre 6 et 7 kg, soit l'équivalent de 2 chats domestiques moyens, pour une hauteur pouvant atteindre 66 cm. Quand un coq pareil se dresse devant vous, vous comprenez tout de suite qu'il s'agit d'un oiseau sérieux. Fait numéro 7. Mais le record individuel n'appartient pas au Jersey Giant, mais à un coq de race Brahma nommé Miracle, originaire du Kosovo. En 2017, sa photo a fait le tour d'Internet. Poids 7,5 kg. Hauteur environ 85 cm.
Imaginez un oiseau de la taille d'un grand chien. Ce n'est pas une blague. La vidéo de Miracle a récolté des millions de vues. Les gens ne voulaient pas croire qu'il s'agissait d'un oiseau réel et non d'un trucage numérique. Mais les Brahmas sont effectivement immenses. On les surnomme même les rois parmi les poules, les King of Chickens. Et pourtant, le caractère du Brahma est étonnamment calme. Ils sont doux, amicaux et s'entendent très bien avec les enfants. Paradoxe, le plus grand coq du monde fait partie des plus dociles. La race a été développée en Amérique au milieu du XIXe siècle à partir d'oiseaux importés de Shanghai et d'Inde. Les Brahmas ont un plumage dense, y compris sur les pattes, ce qui leur donne l'air de porter des bottes en fourrure. Fait numéro 8. La plus petite race de coq est la Serama, originaire de Malaisie. Un coq adulte pèse environ 300 g, soit moins qu'un verre d'eau, mais son caractère est tout aussi combatif que celui de n'importe quel grand coq. La taille n'a aucune importance quand il s'agit de fierté coquelette. Fait numéro 9. La température corporelle d'un coq se situe entre 40 et 43 degrés Celsius. Chez l'homme, elle est de 6 degrés. Le coq est littéralement plus chaud que nous. Cela explique pourquoi les oiseaux ne transpirent pas. Ils n'ont pas de glandes sudoripares. Ils évacuent la chaleur excédentaire par leur crête et leur barbillon. Fait numéro 10. La crête du coq n'est pas qu'un simple ornement, c'est un radiateur. À l'intérieur se trouve un réseau dense de vaisseaux sanguins. Par forte chaleur, le flux sanguin dans la crête augmente et la chaleur excédentaire se dissipe dans l'air. Par temps froid, ce flux diminue pour conserver la chaleur à l'intérieur du corps. La crête fonctionne en somme comme une climatisation et un chauffage en un seul organe. Fait numéro 11. Les barbillons, ces appendices charnus rouges situés de part et d'autre de la tête, remplissent la même fonction. Le sang de la crête descend jusqu'au barbillon, où il se refroidit davantage. Un système de thermorégulation à 2 étages, sans le moindre gramme de technologie. Fait numéro 12. La couleur et la taille de la crête sont un signal. Une crête rouge vif et bien développée indique un taux élevé de testostérone, une bonne santé et un statut dominant. Une crête pâle et flétrie est le signe d'une maladie, de stress ou d'un faible taux d'hormones. Les poules le remarquent et choisissent leur partenaire en fonction de la crête. Une sorte de Tinder de basse-cour, si l'on peut dire. Fait numéro 13. Le cœur du coq bat entre 250 et 350 fois par minute. Chez l'homme, au repos, entre 60 et 80. Le cœur du coq travaille environ 4 fois plus vite que le vôtre. Et accrochez-vous. Le rythme cardiaque peut atteindre jusqu'à 500 battements par minute. Un tout petit moteur tournant à plein régime. Fait numéro 14. Les coqs ne savent pas transpirer, mais ils savent respirer plus vite. En cas de surchauffe, le coq ouvre le bec et se met à respirer rapidement et superficiellement. On appelle ça la polypnée thermique, le même principe que le chien qui tire la langue par temps chaud. Fait numéro 15. Le squelette du coq est creux. Les os des oiseaux sont pneumatisés. Ils contiennent des cavités d'air reliées au système respiratoire. Cela allège le corps. Un coq moyen pèse entre 2 et 5 kg, mais il est capable de s'envoler jusqu'en haut d'une clôture, d'une branche ou d'un toit de poulailler. Fait numéro 6. Un coq peut courir jusqu'à 15 km par heure. C'est à peu près l'allure d'une course rapide chez l'homme, pour une créature aux pattes courtes et au corps massif. Une performance impressionnante. Si un coq furieux vous poursuit, marcher vite ne vous sauvera pas. Fait numéro 10 à 7. Et voici maintenant l'arme la plus redoutable du coq, les ergots. Des excroissances osseuses situées à l'arrière des pattes, juste au-dessus du pied, recouvertes d'une kératine dure comme la corne d'un rhinocéros. Chez un coq adulte, les ergots peuvent atteindre plusieurs centimètres de long, tranchants, recourbés, durs. Ce ne sont pas des griffes, c'est une arme blanche. Les ergots commencent à se former vers le 3e mois de vie, d'abord sous forme de petites bosses. En 1 an, ils sont déjà visibles et pleinement développés entre 2 et 3 ans. Chez les vieux coqs, les ergots peuvent s'enrouler en spirale, comme une corne de bélier. Certains éleveurs les raccourcissent, un peu comme on coupe des ongles. Sauf qu'à l'intérieur de l'ergot se trouve un os vivant, irrigué par des vaisseaux sanguins. Couper trop court entraîne saignement et douleur. Fait numéro 10 à 8. Le coq attaque avec ses ergots en sautant. Il bondit,
projette ses pattes vers l'avant et lacère son adversaire. Le coup vient du bas. L'ergot est capable de percer la peau, de trancher un muscle, d'endommager un vaisseau sanguin. Deux coqs laissés sans surveillance dans un espace clos peuvent s'entretuer, précisément à cause des ergots. Fait numéro 10 à 9. Et nous voici face à un cas qui a secoué le monde médical. En 2019, la revue spécialisée Forensic Science, Medicine and Pathology a décrit le cas d'une femme de 70 ans en Australie, décédée après l'attaque d'un coq domestique. L'oiseau lui avait donné un coup de bec dans la jambe. Le coup a atteint une varice. Une hémorragie massive s'est déclenchée. La femme a perdu connaissance et en est morte. Le professeur Roger Bayard, de l'Université d'Adélaïde, l'un des auteurs de ce rapport, a confirmé que même un petit animal domestique peut causer une blessure mortelle si certaines conditions se réunissent. Ce cas a suscité un large écho dans le milieu médical, non pas parce que les coqs tuent massivement des gens de tels cas restent extrêmement rares, mais parce qu'il a clairement montré à quel point on sous-estime les risques liés aux animaux domestiques les plus banals. Cette femme ramassait des œufs, l'activité agricole la plus routinière qui soit, aucune provocation, aucune situation inhabituelle. Simplement un matin, un poulailler et un coq qui a estimé que sa maîtresse représentait une menace. Un coup de bec, une veine perforée et une conséquence que personne n'aurait pu prévoir. Fait numéro 20. Ce n'est pas un cas isolé. Les coqs causent régulièrement des blessures graves aux humains. Plaies aux mains et aux jambes, blessures au visage, en taille profonde causées par les ergots. Les enfants sont particulièrement exposés. Pour un jeune enfant, la tête du coq se trouve exactement à hauteur des yeux. Et ce n'est pas une exagération. Et voici une question pour vous. Avez-vous déjà rencontré un coq agressif, être enfant, chez votre grand-mère à la campagne? Écrivez-moi en commentaire comment ça s'est passé. Je vous promets que ces histoires-là pourraient remplir une vidéo entière à elles seules. Fait numéro 21. L'agressivité du coq n'est pas une question de mauvais caractère. Ce sont des hormones. La testostérone pousse le coq à défendre son territoire, à rivaliser pour les poules et à attaquer tout ce qu'il perçoit comme une menace, y compris son propriétaire. Dans de nombreux pays, on pratique la castration chirurgicale des coqs, ce qu'on appelle le chaponnage. Cela réduit l'agressivité, mais ne l'élimine pas totalement, car sous la testostérone se cache l'instinct, et l'instinct est une chose tenace. Fait numéro 22. Le coq distingue deux types de menaces, les menaces aériennes et les menaces terrestres. Et pour chaque type, il possède un cri d'alerte spécifique. Un son signifie « faucon en approche, mettons-nous à l'abri ». L'autre signifie « renard au sol, on court ». Les poules comprennent la différence et réagissent en conséquence. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est un véritable système de communication. Les scientifiques appellent ces signaux fonctionnellement référentiels. C'est à dire qu'ils désignent un objet ou un événement précis du monde extérieur. Une étude marquante de Christopher Evans, Linda Evans et Peter Marler, publiée en 1993 dans la revue Animal Behavior, a démontré que lorsqu'on faisait entendre aux poules un enregistrement du cri d'alerte aérien, elles s'accroupissaient au sol et regardaient vers le ciel. Quand on diffusait le cri d'alerte terrestre, elles adoptaient une posture dressée et vigilante en regardant autour d'elles. Les poules réagissaient correctement à un danger qu'elles ne voyaient pas. Elles puisaient l'information uniquement dans le son. C'est un niveau de communication qu'on attribuait autrefois exclusivement aux primates. Fait numéro 23. Les scientifiques ont recensé chez les poules au moins 24 signaux sonores différents. Chacun a sa propre signification. C'est un véritable langage, avec son vocabulaire, son contexte et même sa tricherie. Et oui, la tricherie existe aussi chez les poules, on y reviendra. Fait numéro 24. Le coq ne crie pas au hasard, il coordonne. Quand un coq repère un prédateur, il émet un signal, les poules courent se mettre à l'abri, et le coq, lui, reste dehors. Il fait les 100 pas devant l'entrée de l'abri jusqu'à ce que le danger soit passé. Un bouclier vivant, un garde du corps emplumé. Ce n'est pas une métaphore, ça fonctionne littéralement ainsi. Fait numéro 25.
Les coqs affrontent réellement les prédateurs. Faucons, renards, chiens errants, chats. Des éleveurs de poules du monde entier décrivent des cas où un coq a repoussé seul l'attaque d'un faucon ou retardé un renard suffisamment longtemps pour que le propriétaire ait le temps d'intervenir. Le coq ne gagne pas toujours, mais il monte toujours au combat. Un fermier de Caroline du Nord a raconté comment son coq s'était battu contre un faucon juste sous la véranda de sa maison. Le faucon avait déjà attrapé l'une des poules. Le coq s'est jeté sur le rapace, l'a frappé avec ses ailes et ses ergots jusqu'à ce que celui-ci lâche prise et s'envole. Le coq était blessé, la peau du dos écorchée, une plume cassée, mais la poule était sauve, et le lendemain, le coq était de nouveau de garde, comme si de rien n'était. Ce n'est pas de l'héroïsme au sens humain du terme, c'est programmé dans chacune de ses cellules, protéger le groupe coûte que coûte. Fait numéro 26. La nuit, en revanche, le coq est pratiquement sans défense. Les poules ont une très mauvaise vision nocturne. Dès la tombée de la nuit, le coq s'endort sur son perchoir et devient incapable de réagir à une menace. Les prédateurs le savent bien, c'est pour cela que la plupart des attaques contre les poulaillers ont lieu de nuit. Fait numéro 27. En revanche, de jour, la vue du coq est absolument incroyable. Sa rétine possède 4 types de récepteurs de couleurs. Nous en avons 3. Le 4e réagit aux ultraviolets. Le coq voit le spectre ultraviolet. Il perçoit des couleurs qui, pour nous, n'existent tout simplement pas. Le monde du coq est littéralement plus lumineux que le nôtre. Cette capacité s'appelle la tétrachromatie. On la retrouve chez la plupart des oiseaux, des reptiles et de certains poissons, mais pas chez l'homme. Quand vous regardez une marguerite, vous voyez des pétales blancs et un cœur jaune. Le coq, sur ces mêmes pétales, voit des motifs en ultraviolet invisibles à l'œil humain, comme des tatouages qui n'apparaissent que dans son monde à lui. Fait numéro 28. Les yeux du coq sont situés sur les côtés de la tête, ce qui lui donne un champ de vision de presque 360 degrés. Il voit pratiquement tout autour de lui simultanément. S'approcher d'un coq par derrière relève de la mission impossible, et ce n'est pas tout. Chaque œil peut faire la mise au point indépendamment de l'autre. D'un œil, le coq peut observer un grain de blé au sol, et de l'autre surveiller un faucon dans le ciel en même temps. Imaginez lire un livre d'un œil et regarder la télévision de l'autre, en traitant les 2 images en parallèle. C'est ce que le coq fait à chaque seconde de sa vie. Fait numéro 29. Et maintenant, la voix. Le chant du coq n'est pas qu'un simple rituel matinal, c'est une annonce territoriale. Ceci est mon domaine. Ce sont mes poules. Je vous déconseille de vous approcher. Dans un groupe, c'est toujours le coq le plus important, le mâle dominant, qui chante en premier. Les autres ne chantent qu'après lui, strictement selon la hiérarchie. Fait numéro 30. C'est ce qu'a démontré une équipe de chercheurs de l'université de Nagoya, au Japon. En 2015, ils ont publié une étude dans la revue Scientific Reports. Lorsqu'on retirait le coq dominant du groupe, c'était le coq numéro 2 qui commençait à chanter le matin. La subordination chez les coqs est implacable, fait numéro 31. Mais la découverte la plus étonnante de cette équipe remonte à 2 ans plus tôt. En 2013, Takashi Yoshimura et Tsuyoshi Shimura ont démontré que le chant matinal n'est pas déclenché par la lumière, mais par une horloge biologique interne, le rythme circadien. Les coqs ont été placés dans une pièce à éclairage tamisé et constant, sans aube ni crépuscule, et ils ont quand même chanté à peu près toutes les 24 heures. Ils savaient quand venait le matin, même sans soleil. L'étude a été publiée dans la revue Current Biology et a immédiatement attiré l'attention des médias du monde entier. Il s'est avéré que l'humanité se posait cette question depuis des millénaires, pourquoi le coq chante-t-il à l'aube, mais que personne avant Yoshimura ne l'avait vérifié expérimentalement. Lui-même s'est dit surpris. À sa grande étonnement, personne n'avait jamais démontré l'implication d'une horloge biologique dans ce phénomène pourtant universellement connu. Une expérience simple et élégante et une réponse à une question qui se posait à l'humanité depuis les premières fermes. Je l'avoue, c'est ce fait qui m'a le plus étonné personnellement. Le coq chante avant le lever du jour, non pas parce qu'il a vu la lumière, mais parce que son horloge interne lui dit « L'aube approche, c'est l'heure ». Comme un réveil intégré directement dans le cerveau,
et avec une précision qu'un être humain sans montre au poignet ne pourrait jamais atteindre. Fait numéro 32. Le volume du chant du coq atteint entre 130 et 144 décibels, mesuré directement près de la tête de l'oiseau. 130 décibels, c'est le bruit d'un réacteur d'avion entendu à 15 mètres. Un concert de rock, c'est environ 110 décibels. Une tronçonneuse, 120. Le coq est plus bruyant qu'une tronçonneuse. Je répète, plus bruyant qu'une tronçonneuse. Fait numéro 33. Comment se fait-il que le coq ne devienne pas sourd à cause de son propre chant? Des chercheurs des universités d'Anvers et de Gand, en Belgique, ont résolu l'énigme. Quand le coq ouvre le bec pour chanter, son conduit auditif se referme physiquement, complètement. Un tissu mou bloque le passage du son vers l'oreille interne. Le coq n'entend littéralement pas son propre chant. Des bouchons d'oreilles intégrés. L'étude a été publiée dans la revue Zoology en 2018. Les chercheurs ont utilisé la microtomographie des têtes de coqs et de poules pour comparer la morphologie entre les deux sexes. Chez les coqs, il existe dans le conduit auditif externe un repli spécial qui, lorsque le bec s'ouvre au maximum, referme complètement le canal. Chez les poules, ce repli n'existe pas. La nature a créé un mécanisme de protection uniquement pour le sexe qui en avait besoin, une solution d'ingénierie ciblée. À une distance d'un demi-mètre du coq, le volume du chant retombe à environ 102 décibels. C'est encore aussi fort qu'un marteau-piqueur, mais ce n'est plus dangereux pour l'ouïe d'une poule se tenant juste à côté. Les lois de la physique font le reste du travail. Fait numéro 34. Les poules, elles, ne possèdent pas ce mécanisme. Quand une poule ouvre le bec, son conduit auditif se resserre légèrement, mais ne se referme pas. Comment font-elles alors pour supporter ce vacarme chaque matin? Les scientifiques n'ont pas encore de réponse définitive. Une hypothèse existe cependant. Contrairement aux mammifères, les oiseaux seraient capables de régénérer les cellules endommagées de l'oreille interne. Ce qui, chez nous, serait une perte d'audition irréversible, ne serait pour la poule qu'un désagrément temporaire. Fait numéro 35. Le coq ne chante pas seulement le matin, il chante toute la journée. Mais le chant du matin est le plus intense et le plus long. Pendant la journée, le coq réagit en chantant à la lumière d'un projecteur, au chant d'un autre coq, à un bruit fort. Le matin, c'est un rituel. Le reste de la journée, c'est une réaction. Fait numéro 36. Le coq n'est pas seulement le gardien du groupe, il en est aussi le nourricier. Quand un coq trouve de la nourriture, il ne la mange pas seul, il appelle les poules. Ce comportement s'appelle le titbiting. Le coq attrape la nourriture, la laisse tomber et émet un son bref et particulier. Les poules l'entendent et accourent, et ce n'est qu'une fois qu'elles ont mangé que le coq prend sa part, s'il en reste. Fait numéro 37. Mais le titbiting n'est pas seulement un acte d'altruisme, c'est aussi une stratégie de séduction. Plus un coq partage souvent sa nourriture, plus les poules ont envie de s'accoupler avec lui. Le coq, en somme, achète l'attention des dames avec de la nourriture. Un dîner aux chandelles, version poule. Fait numéro 38. Et voici le point le plus fascinant. Certains coqs trichent. Ils miment le titbiting sans nourriture, émettent le son correspondant, laissent tomber un petit caillou ou un bout de bois non comestible et attendent qu'une poule s'approche. Une fausse invitation à dîner. Les chercheurs Geiger et Marler ont décrit ce comportement dès 1988. Le coq exécute un faux titbiting, une imitation complète du signal d'appel alimentaire pour attirer une poule vers lui. Une fois qu'elle est arrivée, le coq tente de s'accoupler avec elle. C'est, en substance, une tromperie tactique à des fins de reproduction. Les chercheurs en éthologie cognitive classent ce type de comportement parmi les manifestations de l'intelligence machiavélique, la capacité à manipuler autrui à son propre avantage. Ce terme s'utilise habituellement pour les primates. Mais chez les poules, c'est exactement le même répertoire de ruses, à une échelle plus modeste. Fait numéro 39. Et voici le plus brillant. Les poules démasquent les tricheurs. Si un coq ment trop souvent, les poules cessent de réagir à son titbiting. Il perd sa réputation, il est littéralement ignoré. Cela signifie que les poules se souviennent de quel coq a triché et en tirent des conclusions. Mémoire à long terme, plus évaluation sociale, chez la poule. C'est ici que je m'arrête toujours un instant.
On a pris l'habitude de considérer la poule comme un animal stupide, la cervelle de poule étant même devenue une insulte, mais en réalité, la poule tient une comptabilité sociale complexe qui a triché, qui a partagé équitablement, à qui on peut faire confiance, et elle prend ses décisions sur la base de ces données. Ce n'est pas le niveau d'un automate, c'est le niveau d'un être qui évalue une réputation. De plus, des données sur ce qu'on appelle l'effet d'audience, c'est, à dire, l'influence de la présence d'observateurs sur le comportement, montre une autre chose remarquable. Le coq lance son cri d'alarme plus souvent quand une poule familière est à proximité et moins souvent quand il est seul ou qu'un mâle rival se trouve près de lui. Autrement dit, le coq tient compte de qui l'écoute. Il ne se contente pas de réagir, il choisit qui prévenir. Une étude de Karakashian, Geiger et Marler, publiée en 1988 dans le Journal of Comparative Psychology, l'a démontré expérimentalement. Fait numéro 40. Les poules sont capables de reconnaître et de mémoriser jusqu'à 100 visages individuels. Et pas seulement ceux d'autres poules, aussi des visages humains. Elles font la différence entre leur propriétaire et un inconnu. Elles se souviennent de ceux qui leur apportent à manger et de ceux qui les ont effrayés une fois. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont les résultats d'expériences de conditionnement et de reconnaissance visuelle. Fait numéro 40 et 1. Les poussins font preuve d'une compréhension de la permanence de l'objet. C'est une capacité cognitive qui apparaît chez le bébé humain vers l'âge de 6 mois environ. Si vous cachez un objet derrière un écran, le poussin comprend que l'objet n'a pas disparu, qu'il est toujours là. Ce niveau de raisonnement a longtemps été considéré comme l'apanage exclusif des primates. Fait numéro 42. Les poussins sont capables des rudiments les plus simples de l'arithmétique. Dans des expériences, on leur montrait des groupes d'objets, puis on les cachait derrière 2 écrans. Les poussins choisissaient systématiquement l'écran derrière lequel se trouvait le plus grand nombre d'objets. Ils comptaient dès les premiers jours de leur vie. Fait numéro 43. Je l'avoue, quand j'ai découvert ce fait, j'ai dû vérifier 2 fois. Les poules montrent des signes de maîtrise de soi. Dans des expériences, on leur proposait une petite portion de nourriture immédiatement ou une plus grande portion plus tard. Les poules ont appris à attendre, préférant la récompense différée mais plus importante. C'est une capacité qui, chez l'enfant humain, ne se met véritablement en place que vers l'âge de 4 ans. Fait numéro 44. Les poules sont des animaux sociaux à hiérarchie stricte. Le pecking order, ou ordre de becquetage, c'est un terme issu directement de la recherche sur les poules, devenu depuis une métaphore pour désigner n'importe quelle structure sociale. Chaque oiseau du groupe connaît sa place, qui est en tête, qui est deuxième, qui est dernier. Et toute violation de cette hiérarchie entraîne une sanction immédiate. Coup de bec, coup d'aile, poursuite. Fait numéro 45. Dans ce système, le coq est à la fois au sommet de la hiérarchie et son stabilisateur. Un bon coq ne se contente pas de dominer, il arbitre aussi les disputes entre poules. Il intervient quand 2 poules se querellent et rétablit l'ordre. Sans lui, le groupe devient instable, les poules se battent plus souvent, la ponte diminue. Le coq est à la fois manager, garde du corps et psychothérapeute en une seule personne. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît et que vous en voulez davantage, s'abonner à la chaîne Les Secrets de la Faune est la chose la plus simple à faire. Un seul clic, et vous ne raterez plus aucune vidéo. Allez, direction la seconde moitié. Fait numéro 46. Et voici enfin la capacité que je vous avais promise au début. Les poules peuvent dormir littéralement avec un œil ouvert. On appelle ça le sommeil à ondes lentes uni-hémisphérique. Un hémisphère du cerveau dort, l'autre reste éveillé. L'œil relié à l'hémisphère endormi est fermé. L'œil relié à l'hémisphère éveillé reste ouvert. La poule dort tout en surveillant un éventuel prédateur. Chez le canard colvert, qui dort en rangée avec d'autres canards, les oiseaux placés aux extrémités de la rangée gardent plus souvent un œil ouvert tourné vers l'extérieur, vers le danger potentiel. Le même mécanisme fonctionne chez les poules sur leur perchoir. Les oiseaux situés aux extrémités de la rangée sont les plus exposés, et ce sont justement eux qui gardent le plus souvent un œil ouvert, tourné vers la menace éventuelle, tandis que les oiseaux du milieu de la rangée
peuvent se permettre de fermer les deux yeux. C'est un système de sécurité collectif, sentinelles sur les bords, dormeurs au centre, sans aucun ordre, sans tour de garde établi. Chaque oiseau situé en bordure endosse instinctivement le rôle de guetteur. Et si le danger approche d'un côté précis, l'oiseau en bordure peut basculer son œil ouvert vers ce côté-là, et donc changer aussi d'hémisphère cérébral éveillé. Les deux moitiés du cerveau travaillent en alternance, comme des pilotes dans le cockpit d'un long courrier. Je me souviens, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, l'évolution fonctionne parfois comme un ingénieur de génie à qui l'on aurait confié une mission technique complètement folle avec un budget limité. Dormir et ne pas dormir en même temps. Mission accomplie, mise en production en série chez des milliards d'oiseaux. Fait numéro 47. Les poules couveuses font preuve d'empathie. Dans une expérience où l'on soumettait des poussins à un léger stress, un jet d'air, les poules qui les couvaient se sont mises à s'agiter. Leur rythme cardiaque s'est accéléré, la température autour de leurs yeux a baissé, elles ont cessé de se lisser les plumes. Autant de signes de détresse alors même que les mères couveuses n'étaient soumises à aucune agression directe. Elles ressentaient ce que vivaient leurs poussins. Fait numéro 48. Le coq exécute une danse pour séduire la poule. Il baisse une aile, écarte les plumes de la queue et tourne autour de la poule à petits pas. On appelle ça la danse de l'aile, le wing rake. Un coq courtois danse toujours avant l'accouplement. Un coq mal élevé saute cette étape, et les poules s'en souviennent. Les malotrus sont ignorés, les gentlemen préférés. Fait numéro 49. La proportion de poules par coq dans un groupe est déterminante. Le nombre optimal est de 10 à 12 poules pour un seul coq. S'il n'y a pas assez de poules, le coq les épuise à force d'attention constante. Les poules commencent à perdre des plumes sur le dos, des blessures apparaissent. S'il y a trop de coqs, ils se battent entre eux, se blessent et parfois même se tuent. Fait numéro 50. Les combats de coqs comptent parmi les plus anciens spectacles de l'histoire humaine. Des découvertes archéologiques, portant des traces de coqs de combat, sont datées du milieu du premier millénaire avant notre ère. Sur le territoire de l'ancien Israël, on a retrouvé des sceaux représentant un coq de combat, symbole de fureur. L'anthropologue Clifford Geertz a écrit un essai célèbre sur les combats de coqs à Bali, dans lequel il montre que pour les Balinais, le combat de coqs n'est pas un simple divertissement, mais un véritable rituel social. Geertz a intitulé son essai « La cérémonie du coq » et y démontre que le combat de coqs balinais est un miroir des relations sociales. Les mises engagées dans le combat sont des mises sur le statut, l'honneur, l'appartenance au groupe. Les hommes projetaient sur leurs coqs leurs ambitions, leurs peurs, leurs rivalités. Le coq, dans ce contexte, n'était pas qu'un simple oiseau, il était l'avatar de son propriétaire, sa dignité, son courage, sa chance. La défaite du coq était, culturellement, la défaite de l'homme lui-même, bien sûr symboliquement. Mais pour les Balinais, ce sens culturel était parfaitement réel. L'essai de Geertz, publié en 1972, est devenu l'un des textes les plus cités de toute l'histoire de l'anthropologie. Fait numéro 51. Aux États-Unis, les combats de coqs sont interdits dans les 50 États. Le dernier État à y avoir renoncé fut la Louisiane en 2007. Mais dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, ils restent légaux ou semi-légaux. C'est une industrie au chiffre d'affaires se comptant en milliards, et il faut le reconnaître, l'une des formes d'exploitation animale les plus cruelles qui soient. Fait numéro 52. Les poules et les coqs rêvent. Des recherches par électroencéphalographie ont montré que les poules traversent bien une phase de sommeil paradoxal, caractérisée par des mouvements oculaires rapides, la même phase durant laquelle nous, les humains, faisons nos rêves. Chez les oiseaux, cette phase ne dure que quelques secondes, un film de 15 secondes dans la tête d'un coq. De quoi rêve-t-il ? On l'ignore. Mais le chercheur Niels Rattenborg, de l'Institut Max Planck d'ornithologie, en Allemagne, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du sommeil aviaire, affirme que les oiseaux constituent l'un des meilleurs modèles pour étudier le sommeil, car leurs phases de sommeil sont étonnamment similaires à celles des mammifères, bien que nos lignées évolutives se soient séparées il y a plus de 300 millions d'années. Cela signifie que le sommeil à mouvements oculaires rapides
est apparue de manière indépendante chez les oiseaux et chez les mammifères. Une évolution convergente, la nature a inventé 2 fois, indépendamment, le mécanisme du rêve. C'est dire à quel point ce mécanisme s'est révélé utile. Fait numéro 53. La sélection cryptique de la femelle. Les poules ne sont pas des participantes passives à la reproduction. Elles sont capables de choisir le père de leur poussin même après l'accouplement. Si une poule s'est accouplée avec un coq indésirable, par exemple subordonné ou agressif, elle peut expulser ses spermatozoïdes de son appareil reproducteur. Cette découverte a été faite en Suède et au Royaume-Uni dans une série d'études débutant dans les années 1990. Les chercheurs ont constaté qu'après un accouplement avec un mâle subordonné, la poule exécute un mouvement caractéristique et expulse le sperme. Lors d'un accouplement avec le mâle dominant préféré, ce mouvement n'apparaît pas. Les statistiques ont montré que la poule rejette le sperme d'un partenaire indésirable dans 80% des cas. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Une sélection post-copulatoire. La poule garde le contrôle de la paternité même après que l'accouplement a eu lieu. Voilà, encore une preuve de plus, des capacités du cerveau de la poule. Fait numéro 54. Depuis la fécondation jusqu'à l'éclosion, l'œuf est incubé exactement 21 jours. En 3 semaines, une simple cellule fécondée se transforme en un être vivant complet, avec des os, des plumes, des yeux, un cerveau. 21 jours, c'est l'une des transformations les plus rapides et les plus stupéfiantes de la nature. Le poussin commence à piailler à l'intérieur de l'œuf 1 ou 2 jours avant l'éclosion et la poule couveuse lui répond. Il communique à travers la coquille. La mère reconnaît la voix de son poussin avant même de le voir, et le poussin mémorise et imprime la voix de sa mère. Le tout premier lien commence encore avant la naissance. Fait numéro 55. Le poussin qui vient d'éclore mémorise l'image de sa mère durant les 48 à 72 premières heures. C'est le classique phénomène d'empreinte décrit par Konrad Lorenz dans les années 1930. Si aucune poule ne se trouve à proximité pendant cette période critique, mais qu'un être humain s'y trouve, le poussin considérera cet humain comme sa mère. C'est ainsi que naissent ces vidéos où l'on voit un poussin suivre un humain pas à pas. Ce n'est pas du dressage, c'est de la biologie. Fait numéro 56. La poule est l'un des rares animaux à être devenu tellement omniprésent dans la vie humaine qu'on la retrouve dans la cuisine, la religion, le sport, la médecine, la science et même dans l'espace. Les embryons de poules sont utilisés pour la culture de vaccins depuis les années 1930. Le vaccin contre la grippe est aujourd'hui encore produit dans de nombreux pays sur des œufs de poule. Fait numéro 57. La poule est le plus proche parent vivant du tyrannosaure. Cela ressemble à une blague. Mais les données paléontologiques et génétiques confirment que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures théropodes et que la poule est l'un des oiseaux les mieux étudiés. Alors oui, quand vous regardez un coq, vous regardez un descendant de dinosaure, très rétréci, mais tout aussi effronté. En 2003, la paléontologue Mary Schweitzer de l'Université de Caroline du Nord a découvert dans le fémur d'un tyrannosaure des tissus mous étonnamment similaires à ceux des poules modernes. L'analyse des protéines a confirmé que le plus proche parent vivant du tyrannosaure est bien la poule, pas le crocodile, pas le lézard, la poule. Cette découverte a forcé les paléontologues à revoir de nombreuses représentations des dinosaures. Le tyrannosaure était probablement couvert de plumes, du moins à l'état juvénile. Il couvait peu, être ses œufs, et ses descendants marchent aujourd'hui dans nos basses-cours, picorent du grain et poussent leurs cris à l'aube. 66 millions d'années d'évolution ont fait passer un prédateur du Crétacé à un habitant de poulailler. Mais les ergots sont restés, tout comme le caractère. Fait numéro 58. Les poules possèdent une magnétoréception, la capacité de percevoir le champ magnétique terrestre. Cela les aide à s'orienter dans l'espace. Les pigeons voyageurs utilisent cette capacité pour naviguer sur des milliers de kilomètres. Les poules, elles, servent des fins plus modestes, mais le mécanisme est le même. Fait numéro 59. Aujourd'hui, environ 26 milliards de poules vivent sur la planète. C'est l'oiseau le plus nombreux sur Terre.
On compte plus de 3 poules pour chaque être humain. La plupart d'entre elles sont des poules pondeuses ou des poulets de chair issus de la production industrielle. Et leur vie, disons-le franchement, est loin d'être idyllique, mais ce chiffre reste vertigineux. Si toutes les poules de la Terre se mettaient en file indienne, cette file relierait la Terre à la Lune, aller-retour, plusieurs fois. C'est l'espèce d'oiseau la plus réussie de l'histoire de la planète, selon n'importe quel critère mesurable, non pas par choix propre. Bien sûr, la poule n'a jamais aspiré à dominer le monde. C'est l'homme qui l'y a mené, pour ses œufs, sa viande et ses plumes. Mais le résultat reste l'un de ces cas où la symbiose avec l'homme a conduit au triomphe démographique absolu d'une espèce biologique. Un triomphe qui a toutefois un prix, et ce prix mérite qu'on en parle séparément. Fait numéro 60. Dans la production avicole industrielle, les coqs, en tant que tels, ne sont pas nécessaires. Les œufs de consommation sont pondus par la poule sans avoir besoin d'être fécondés. C'est pourquoi, dans les élevages, les poussins mâles sont identifiés dès le premier jour de leur vie et, selon les protocoles standards, éliminés. Chaque année, environ 7 milliards de poussins mâles d'un jour sont ainsi détruits. Ce chiffre est difficile à concevoir. 7 milliards, c'est plus que la population humaine mondiale, chaque année. Ces poussins d'un jour ne sont utiles ni comme pondeuses, puisque ce sont des mâles, ni comme poulets de chair, car les races pondeuses grandissent trop lentement et n'atteignent pas le poids requis. Ils deviennent économiquement sans valeur dès le premier jour de leur existence. Fait numéro 61. Cela semble presque incroyable, et j'ai dû vérifier 2 fois, mais plusieurs pays commencent à changer cette pratique. En Allemagne et en France, l'élimination massive des poussins mâles d'un jour est interdite depuis 2022. À la place, le sexe est déterminé encore à l'intérieur de l'œuf, avant l'éclosion, grâce à la spectroscopie. Cette technologie s'appelle le sexage in novo. Elle n'est pas parfaite, mais c'est un premier pas. Fait numéro 62. La durée de vie moyenne d'un coq est de 5 à 8 ans, mais on a répertorié des cas de coqs ayant vécu jusqu'à 15, voire 20 ans. À l'état sauvage, le coq banquiva vit entre 10 et 30 ans selon les conditions. Les coqs atteignent leur maturité sexuelle entre 4 et 5 mois. À partir de ce moment, le jeune coq commence à manifester son comportement typique. Il chante, courtise les poules, entre en conflit avec les autres mâles. Sa crête rougit et grossit. Ses ergots commencent à pousser. En quelques semaines, le petit poussin rigolo se transforme en véritable guerrier accompli. Dites-moi franchement, saviez-vous que le coq était un être aussi complexe ? Cela vous a-t-il surpris ? Écrivez-moi en commentaire quel fait de cette vidéo vous a le plus étonné. Ça m'intéresse vraiment. Fait numéro 63. La couleur du plumage du coq est déterminée génétiquement. Il existe plus de 500 races de poules, avec des variantes de couleurs allant du noir au reflet vert au blanc immaculé, du roux doré au gris rayé argenté. La race Ayam Cemani, originaire d'Indonésie, est entièrement noire. Plumes, peau, chair, os, organes internes, tout est noir. Même le sang est plus foncé que la normale. Ce phénomène s'appelle la fibromélanose, une mutation génétique qui répand le pigment mélanine dans tous les tissus de l'organisme. L'Ayam Cemani est l'une des races de poules les plus chères au monde. Lors des ventes aux enchères internationales, le prix d'un seul oiseau peut atteindre jusqu'à 2 500 $. En Indonésie, sur l'île de Java, d'où provient cette race, ces poules sont considérées comme mystiques et utilisées lors de cérémonies rituelles. La poule noire, symbole de chance, de force et de lien avec le monde surnaturel. Et pourtant, les œufs de l'Ayam Cemani sont d'une couleur crème tout à fait ordinaire, la seule chose que la mutation a laissée intacte, comme si la nature avait volontairement laissé une petite porte de sortie vers la normalité. Fait numéro 64. Chaque poule, chaque coq a sa propre individualité. Les recherches montrent que les poules possèdent des traits de caractère stables. Certaines sont audacieuses, d'autres prudentes, certaines curieuses, d'autres renfermées. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme, ce sont des traits comportementaux mesurables et reproductibles lors de tests répétés. Fait numéro 65. Les poules éprouvent du stress, de l'anxiété, de la frustration
et selon les données disponibles, même de l'ennui. Les poules élevées en cage, sans aucune stimulation, présentent des comportements stéréotypés, des mouvements répétitifs et dépourvus de sens, considérés chez les mammifères comme des manifestations de stress chronique. Un coq enfermé dans un espace exigu, sans poules et sans possibilité d'explorer un territoire est un être malheureux. Fait numéro 66. Les poules prennent des bains de poussière. Elles se couchent dans du sable sec et battent activement des ailes, faisant pénétrer la poussière dans leur plumage. Ce n'est pas de la saleté, c'est de l'hygiène. La poussière obstrue les voies respiratoires des parasites, tiques et poux, et les tue. Un bain qui nettoie sans mouiller la moindre plume. Fait numéro 67. Le cerveau d'une poule pèse environ 4 grammes. À titre de comparaison, le cerveau humain pèse en moyenne 1400 grammes, soit une différence considérable. Mais la taille est un paramètre trompeur. La densité de neurones dans le cerveau des oiseaux est nettement plus élevée que dans un cerveau de mammifères de taille comparable. Un petit cerveau ne signifie pas un cerveau stupide. La professeure Laurie Marino, de l'université Emory, a réalisé une vaste synthèse des données scientifiques et conclut que, sur le plan cognitif, émotionnel et social, les poules sont tout aussi complexes que la plupart des autres oiseaux et mammifères. Fait numéro 68. Le coq est l'un des animaux les plus reconnaissables de la culture mondiale et en France plus que partout ailleurs. Le coq gaulois est l'un des symboles nationaux les plus emblématiques de notre pays. En latin, le mot Gallus signifie à la fois coq et gaulois. Ce jeu de mots a traversé les siècles pour devenir un emblème national. On le retrouve sur le maillot de l'équipe de France, sur d'anciennes pièces de monnaie, dans l'imaginaire collectif tout entier. Au Portugal, le coq de Barcelos est l'un des principaux souvenirs du pays. La légende raconte qu'un pèlerin, accusé à tort, aurait déclaré au juge qu'en preuve de son innocence, le coq rôti posé sur la table se lèverait et chanterait. Et le coq se leva et chanta. Une belle histoire, même si elle n'est pas totalement avérée. Fait numéro 69. Dans la Rome antique, les coqs étaient utilisés pour la divination. Des prêtres appelés pularii nourrissaient des coqs sacrés avant les décisions importantes. Si les coqs mangeaient avec appétit, c'était un signe favorable. S'ils refusaient, un mauvais présage. Des campagnes militaires entières dépendaient de l'appétit d'un coq, un matin donné. Fait numéro 70. Dans la tradition chrétienne, le coq est le symbole de la vigilance et du repentir. Selon l'Évangile, saint Pierre renia Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Depuis lors, le coq juché sur le clocher des églises rappelle à la fois la trahison et le pardon. Dans certains pays, des girouettes en forme de coq surplombent les clochers depuis plus de 1000 ans. Fait numéro 71. Le coq est l'un des 12 signes du zodiaque chinois. L'année du coq revient tous les 12 ans. On prête aux personnes nées cette année-là de la confiance en soi, de la franchise et une certaine tendance à être trop direct. En somme, exactement le portrait du coq lui-même. Fait numéro 72. Dans la culture japonaise, le coq est associé à la déesse du soleil, Amaterasu. Selon le mythe, lorsque Amaterasu se cacha dans une grotte et que le monde plongea dans l'obscurité, c'est justement le chant du coq qui contribua à la faire ressortir. Le coq, celui qui ramène la lumière. Fait numéro 73. Historiquement, les combats de coqs n'étaient pas un divertissement de pauvres, mais une affaire d'élite. Dans la Grèce antique, à Rome et en Perse, les combats de coqs étaient un rituel lié au culte de la virilité et de la guerre. Selon la légende, avant la bataille de Salamine, Thémistocle aurait montré à ses soldats des coqs en train de se battre en leur disant « Eux ne se battent ni pour la patrie, ni pour les dieux, mais simplement parce qu'ils ne peuvent pas reculer. » Les soldats, inspirés, remportèrent la victoire. Après cette victoire, des combats de coqs annuels furent institués à Athènes en mémoire de ce courage. C'était devenu une fête d'État. Fait numéro 74. Le coq fut l'un des tout premiers symboles animaliers de l'héraldique. On le retrouve sur les blasons de villes et de familles à travers l'Europe et l'Asie. Le coq perché sur le clocher, de l'église à la girouette, est l'une des plus anciennes traditions architecturales
et il signifie toujours la même chose, la vigilance. Il ne dort pas, il observe, il est prêt. Fait numéro 75. Il existe aujourd'hui dans le monde plus de 500 races de poules reconnues. De la minuscule Serama à l'immense Jersey Giant, de l'Ayam Semani entièrement noire à la soie, toute duveteuse, qui ressemble à une peluche. 500 races, ce sont 500 variations d'une même idée, et toutes descendent de ce coq banquiva sauvage qui un jour est sorti de la forêt pour se poser dans une rizière. Fait numéro 76. La consommation mondiale de viande de poulet dépasse 130 millions de tonnes par an, plus que le porc et le bœuf pris séparément. La poule est la première source de protéines animales sur la planète, et les coqs, dans la production industrielle, sont pour la plupart indésirables, puisqu'un coq ne pond pas d'œufs. Et voici un fait sur lequel je dois m'arrêter. 7 milliards de poussins mâles d'un jour, chaque année. C'est plus que toute la population humaine de la Terre. La plupart d'entre nous n'y avons jamais vraiment réfléchi. Mais de plus en plus de pays commencent à changer les règles, et la technologie du sexage in novo, dont je vous parlais, laisse espérer que ce chiffre finira par baisser. C'est un processus lent, mais la direction est la bonne. Fait numéro 77. En résumé, les poules possèdent une magnétoréception. Elles savent où se trouve le nord sans avoir de boussole. Elles ont 4 types de récepteurs de couleurs et voient le spectre ultraviolet. Leurs yeux fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Leur cerveau peut dormir par moitié. Elles mémorisent jusqu'à 100 visages, savent compter dès la naissance, tiennent une comptabilité sociale, trichent et démasquent les tricheurs, communiquent grâce à 24 signaux différents et leurs plus proches parents régnaient sur la Terre il y a 66 millions d'années. Fait numéro 78. Et voici le tout dernier. Le coq est un être qui, chaque matin, se lève avant tout le monde. Il crie dans l'obscurité alors que tout le reste dort encore. Il trouve de la nourriture et la partage avec les autres. Il se dresse entre sa famille et le prédateur, même quand ce dernier est 10 fois plus grand que lui. Il ne recule pas, ne se tait pas, ne se cache pas. Vous pouvez vous moquer de lui autant que vous voulez, de sa démarche, de son cri, de sa crête absurde. Mais le coq fait ce que beaucoup d'entre nous se contentent de proclamer. Il protège, il nourrit, il alerte du danger et il ne demande rien en retour. C'est peut être là la véritable leçon. Pas dans les plumes, pas dans les ergots, pas dans les 130 décibels, mais dans le fait que la vraie force n'est pas une question de taille. C'est une question de savoir pour qui vous êtes prêt à vous dresser quand quelque chose de terrible commence à se produire. Nous avons commencé cette vidéo par un matin brumeux et un oiseau perché sur une clôture. Maintenant, vous savez qui se tient vraiment sur cette clôture. Pas un réveil matin, pas un ingrédient de pot-au-feu, mais un descendant de dinosaures, doté d'une horloge biologique intégrée dans le cerveau, de bouchons d'oreilles naturels, d'une vision ultraviolette, de 24 mots dans son vocabulaire, et d'ergots dont les guerriers de la Grèce antique connaissaient déjà l'existence. Un être qui partage sa nourriture, qui danse pour ceux qui l'aiment, qui crie dans l'obscurité 2 heures avant l'aube et qui se jette sur un faucon sans la moindre hésitation. Peut-être vaut-il la peine de le regarder d'un peu plus près. Peut-être vaut-il la peine d'y voir non pas une simple poule, mais un miroir.